Bienvenue à tous. Le premier EPU de cette session, on va dire, saison 2025, elle va être inaugurée par Dr Aïcha Rachen. L'intitulé Hyperparathyroïdie primaire et je pense qu'elle s'est basée sur les recommandations de la SFE 2024. Donc, Aïcha, à toi la parole. Chers maîtres, chers confrères, j'ai le plaisir de vous présenter les dernières recommandations de la prise en charge de l'hyperparathyroïdie primaire élaborées par la Société française d'endocrinologie en collaboration avec l'Association francophone de chirurgie endocrinienne et la Société française de médecine nucléaire au cours du dernier congrès de la SFE octobre 2024. Donc, comme plan, on va commencer par une petite introduction et un rappel physiologique. On va poser le diagnostic positif après avoir éliminé le diagnostic différentiel, rattacher l'hyperparathyroïdie à un cadre nosologique, complété par un bilan de retentissement et de localisation après avoir indiqué les modalités thérapeutiques et une petite attention par rapport à la femme enceinte et l'enfant. Donc, on va commencer par un niveau de recommandation, par un code couleur. Tout dépend du niveau de la recommandation. Donc, pour introduire, il s'agit d'une hypersécrétion inappropriée de la PTH par une ou plusieurs des glandes parathyroïdes. C'est une pathologie à prédominance féminine qui survient le plus souvent après l'âge de 50 ans. Le diagnostic a beaucoup évolué de fait de l'augmentation de sa prévalence due au dosage systématique de la calcémie, l'amélioration de la qualité de dosage de la PTH, l'apport de l'imagerie, le développement de la génétique ainsi que l'augmentation de l'espérance de vie. Elle est due dans plus de 80% des cas à une forme sporadique adénomateuse. Donc, un petit rappel embryologique parce que toute étude d'une hyperparathyroïde nécessite d'avoir une bonne connaissance de l'embryologie pour savoir rechercher leur possible site ectopique. En effet, bon, je dis les effets manches. فهمتوني؟ Ah, c'est pas grave, vas-y. En effet, les glandes parathyroïdes sont d'origine ontoplastique. Les parathyroïdes inférieurs dérivent des expansions dorsales des troisièmes poches pharyngiennes, tandis que les parathyroïdes supérieurs dérivent des expansions dorsales des quatrièmes poches pharyngiennes. La localisation ectopique, elle résulte d'une migration aberrante des glandes parathyroïdes et constitue une étiologie fréquente d'hyperparathyroïdie persistante ou récidivante. La localisation préférentielle ectopique inférieure, c'est le médiastin antérieur, le thymus et la glande thyroïde, tandis que pour les parathyroïdes supérieurs, c'est le sillon trachéo-œsophagien et la région rétro-œsophagienne. Également, toute étude d'une hyperparathyroïdie primaire nécessite d'avoir bien compris les mécanismes de régulation de la calcémie par la PTH pour savoir analyser les possibles présentations cliniques et éliminer les diagnostics différentiels. En effet, la PTH régule l'homéostasie calcique par ses effets au niveau de l'intestin, en augmentant l'absorption digestive du calcium par l'intermédiaire de la vitamine D activée au niveau rénal. Elle va augmenter la résorption osseuse et au niveau rénal, elle va inhiber l'absorption du phosphore au niveau du tubule proximal et augmenter l'absorption calcique au niveau du tubule distal. Cette sécrétion, elle est modulée par le récepteur sensible au calcium et l'hypercalcémie dans l'hyperparathyroïdie, c'est le résultat d'une dérégulation entre les flux entrants et sortants du calcium, résultant d'une augmentation de l'absorption digestive calcique, une résorption osseuse accrue et une diminution de l'excrétion rénale du calcium. Pour le mode des découvertes, on retient trois présentations cliniques. L'hyperparathyroïdie hypercalcémique asymptomatique avec ou sans atteinte des organes cibles, l'hyperparathyroïdie hypercalcémique symptomatique et l'hyperparathyroïdie normocalcémique. Pour les signes cliniques, ils vont dépendre de la sévérité et de l'ancienneté de l'hyperparathyroïdie et on distingue des signes classiques où il y a un lien de causalité et qui sont réversibles après traitement, à savoir les manifestations ostéo-articulaires, rénaux et musculaires. Pour les signes non classiques qui sont irréversibles sans lien de causalité, à savoir les manifestations cardiovasculaires, digestives et neuropsychiques. C'est un tableau récapitulatif des signes cliniques en cas d'hyperparathyroïdie primaire. Pour le diagnostic positif, la forme typique, elle associe une hypercalcémie, une hyperparathormonémie avec une calciurie ou une fraction d'excrétion du calcium augmentée.
L'hypercalcémie, elle est définie par une valeur supérieure à 0,25 par rapport à la limite supérieure du labo. En cas d'hypoalbuminémie ou d'hypoprotédémie, il convient de compléter par le calcium ionisé. Toutefois, le dosage, il est et les conditions de dosage sont rigoureuses. Il doit être acheminé en milieu anaérobiose dans la glace et dans un délai d'acheminement court. Donc, également une hyperparathormonémie et une hypercalcémie ou une absence d'hypocalciurie définie chez la femme par une valeur supérieure à 6,25 mmol par 24 heures, chez l'homme supérieure à 7,25 mmol par 24 heures et chez l'enfant supérieure à 0,1 mmol par kilo par 24 heures. On peut également compléter par la mesure du rapport calcémie sur phosphatémie. Une valeur supérieure à 2,75 est en faveur d'une hyperparathyroïdie avec une sensibilité de 95%. On va compléter également par la fraction d'excrétion du calcium en première intention et qui tient compte de l'excrétion urinaire du calcium et du taux du calcium et de la créate plasmatique ainsi que urinaire. Une valeur supérieure à 2% indique une hyperparathyroïdie primaire. Pour les formes non typiques de l'hyperparathyroïdie, on distingue les hypercalcémies avec une PTH dans l'intervalle des valeurs normales mais non adaptées ou bien une hyperparathormonémie normocalcémique dont l'élévation de la concentration circulante d'hormones parathyroïdiennes ne peut pas être considérée comme secondaire à une autre cause. Donc, ces formes nécessitent des explorations complémentaires spécifiques pour éliminer les diagnostics différentiels. Donc, devant une hyperparathormonémie normocalcémique, on doit éliminer en première intention une insuffisance rénale chronique, une prise médicamenteuse, un apport faible en calcium ou en protéines, une hypothyroïdie, une malabsorption ou bien une carence en vitamine D. Après avoir éliminé tous ces diagnostics, il y a un intérêt de compléter par un test de charge orale en calcium, qui est une épreuve dynamique en hôpital du jour, après recueil des urines de 24 heures. On va commencer par un dosage de la calcémie sanguine et urinaire avant d'administrer 1 g de calcium par os. On va refaire le dosage de la calcémie sanguine et urinaire 2 heures après l'introduction du calcium. Le diagnostic d'hyperparathyroïde primaire dans sa forme normocalcémique peut être retenu s'il existe une hypercalcémie après la charge orale en calcium associée à une absence de suppression de la sécrétion de la PTH. L'absence de diminution de la PTH signe une autonomisation de sa sécrétion. Pour l'hypercalcémie avec une PTH dans l'intervalle des valeurs normales mais non adaptées, il y a un score, le score Pro-FFH, qui est un score validé. Il trouve son intérêt il va permettre, il trouve son intérêt dans la réalisation d'une analyse moléculaire génétique dans le cadre d'une hypercalcémie associée à une valeur de PTH circulante non accrue, afin de discriminer une hyperparathyroïdie primaire d'une hypercalcémie hypocalciurique familiale. Il est possible de le calculer facilement en ligne par ce lien et une valeur supérieure à 0,928 pardon, et une valeur supérieure ou égale à 0,928 est en faveur d'une hyperparathyroïdie primaire avec une spécificité et une valeur prédictive positive de 100%. Donc, pour résumer, tout diagnostic différentiel d'une hyperparathyroïdie primaire doit être précédé d'une analyse des facteurs susceptibles de perturber les paramètres phosphocalciques, à savoir les carences en vitamine D, l'insuffisance rénale, la malabsorption, l'insuffisance d'apport calcique et les causes iatrogènes. Toute augmentation de la concentration circulante de PTH associée à une calcémie normale justifie de maintenir le capital en 25-hydroxyvitamine D normale durablement, supérieur à 6 mois, et de rechercher et corriger le cas échéant les autres causes d'hyperparathyroïdie secondaire avant de retenir le diagnostic d'hyperparathyroïdie. S'il est possible, un test de charge orale en calcium permet de préciser les mécanismes de l'hyperparathyroïdie. Donc, c'est un tableau qui va résumer les différentes présentations cliniques des hyperparathyroïdies primaires.
Pour résumer, devant une suspicion d'hyperparathyroïde, on va compléter par le dosage du couple calcium-PTH. En cas de PTH augmenté avec une calcémie augmentée, on va compléter par le calcul de la fraction d'excrétion du calcium. Supérieur à 2%, c'est en faveur d'une hyperparathyroïdie primaire. Inférieur à 2%, c'est en faveur d'une hypercalcémie hypocalciurique familiale. Devant une PTH augmentée avec une calcémie normale, on va éliminer les causes d'hyperparathyroïdie secondaire et compléter par un test de charge calcique, si possible. Pour le cadre nosologique, l'hyperparathyroïdie primaire est d'origine génétique dans 5 à 10% des cas, mais l'étude génétique n'est pas systématique. Elle a un double intérêt. Elle va conditionner les modalités du traitement et servira pour le conseil génétique. Le panel de gènes recommandés à ce jour en première intention comporte le gène de la néoplasie endocrinienne multiple type 1, type 4, le Joy Tumor Syndrome et l'hypercalcémie hypocalciurique familiale. Donc, le dépistage systématique doit être proposé à tout patient présentant une forme familiale d'hyperparathyroïde primaire supérieure à 2 apparentés au premier ou au deuxième degré ou une présentation syndromique chez les patients âgés de moins de 50 ans, en cas de forme récidivante ou multiglandulaire, en cas de carcinome ou de tumeurs parathyroïdiennes atypiques et, comme on vient de le dire, les panels de gènes recommandés en première intention. Pour la néoplasie endocrinienne multiple, elle représente 5% des hyperparathyroïdes primaires. C'est une pathologie autosomique à transmission autosomique dominante qui survient le plus souvent avant l'âge de 40 ans, sans prédominance féminine. Le rapport hypercalcémie-hyper-PTH, il est moins élevé, mais avec un retentissement plus sévère. L'atteinte multiglandulaire avec la possibilité de persistance ou de récidive justifie un traitement chirurgical par parathyroïdectomie subtotale, retirant 3 à 3,5 glandes parathyroïdes et laissant en place la glande d'apparence la plus normale. Plus ou moins une thymidectomie si les 4 glandes ne sont pas objectivées. Donc, en cas de néoplasie endocrinienne multiple, une surveillance annuelle du bilan phosphocalcique est recommandée chez tout patient présentant une néoplasie endocrinienne multiple type 1 à partir de l'âge de 10 ans. Et la prise en charge, elle est chirurgicale et doit être réalisée en centre expert. Pour la néoplasie endocrinienne multiple type 2, elle est également à transmission autosomique dominante avec un âge médian de 30 à 40 ans résultant d'une mutation activatrice du proto-oncogène RET. Elle associe le carcinome médulaire de la thyroïde, le phéochromocytome et l'hyperparathyroïdie primaire. Elle est présente dans 20 à 35% des cas. Donc, avant toute chirurgie parathyroïdienne, il est nécessaire d'éliminer un phéochromocytome et de doser la calcitonine dans le cadre d'une néoplasie endocrinienne multiple type 2A. Et l'hyperparathyroïdie doit être recherchée annuellement. Les indications du traitement chirurgical ne diffèrent pas de celles de l'hyperparathyroïdie sporadique, contrairement à la néoplasie endocrinienne multiple type 1. Pour la néoplasie endocrinienne multiple type 4, elle représente 1,5 à 3,7% des patients présentant un phénotype clinique proche de la néoplasie endocrinienne multiple type 1 sans mutation identifiée. Certaines différences phénotypiques sont retrouvées, notamment l'âge moyen il est plus élevé, les patients sont plus âgés, 56 ans. L'expression clinique de l'hyperpara, elle est moins atténuée, la récidive, elle est rare, et les adénomes hypophysaires semblent moins résistants avec une prévalence des tumeurs endocrines gastro-entéropancréatiques plus faible. Pour le Joy Tumor Syndrome, il s'agit d'une pathologie à transmission autosomique dominante à forte pénétrance liée à une mutation germinale du gène CDC73. L'hyperpara, elle est présente dans 90% et présente et constitue la première manifestation de la maladie, avec un âge médian entre 23 et 38 ans. L'hypercalcémie, elle est plus sévère. L'atteinte, elle est le plus souvent uniglandulaire et le tableau clinique associe une hyperparathyroïdie, des tumeurs osseuses maxillomandibulaires, des tumeurs rénales et des tumeurs utérines. Donc, la recherche de cette mutation, elle est indiquée en cas de carcinome parathyroïdien, d'une tumeur atypique, d'une perte d'expression de la parafibromine et en cas d'association avec une tumeur maxillaire mandibulaire ou en cas de contexte familial. Donc, ce tableau, il va résumer les spécificités des gènes impliqués dans les hyperparathyroïdies primaires.
Passons maintenant au bilan de retentissement. L'hyperpara, elle est majoritairement asymptomatique dans 80 à 90% des cas et la recherche d'une atteinte des organes cibles doit être systématique lorsque le diagnostic il est retenu. On va compléter par la recherche des lithiases rénales, néphrocalcinose ou une insuffisance rénale dans le cadre de retentissement rénal. On va une DMO dans le cadre d'un retentissement osseux, évaluer la qualité de vie, complété par un bilan de retentissement vasculaire et métabolique. Donc, pour l'évaluation du retentissement rénal, on va compléter par une créate, une calciurie de 24 heures et une imagerie rénale. La densitométrie doit être mesurée au niveau de 3 sites. Et également, on a un intérêt de compléter par une imagerie rachidienne qui servira de référence. Pour les indications à la chirurgie doit être proposée devant la présence ou l'apparition d'une ou plusieurs conditions suivantes. Fracture osseuse avérée ou bien un T-score inférieur à -1,2 DS sur la DMO, des coliques néphrétiques avérées ou lithiase des voies excrétrices urinaires ou néphrocalcinose, un débit de filtration inférieur à 60 ml par minute ou bien une calciurie des 24 heures supérieure à 6,25 mmol par jour chez la femme et 7,5 mmol par jour chez l'homme, une calcémie supérieure à 0,25 par rapport à la valeur normale du labo, et finalement un âge inférieur à 50 ans de façon formelle, mais adapté jusqu'à l'âge de 70 ans en fonction de l'espérance de vie. Une fois qu'on a posé le diagnostic, une fois qu'on a posé les indications opératoires, on doit compléter par un bilan de localisation. Donc, l'imagerie recommandée en première intention, c'est le couple imagerie morphologique et fonctionnelle et elle n'est pas indiquée lorsqu'un geste chirurgical est exclu. Donc, pour l'imagerie morphologique, on va commencer par une écho cervicale. Les glandes parathyroïdes hyperfonctionnelles sont de forme lenticulaire, hypoéchogène, séparées du parenchyme thyroïdien par une interface hyperéchogène. L'écho a une sensibilité globale de 76%. La TDM des parotides, les glandes parathyroïdes vont être la TDM va montrer les glandes parathyroïdes comme une prise de contraste rapide avec un lavage rapide. Ils sont hypodenses sans injection, se rehaussant fortement au temps artériel, puis présentant un washout au temps veineux. La sensibilité de la TDM, elle est comprise entre 85 et 75%. Pour l'IRM des parathyroïdes, elle est pratiquée en deuxième voie, en troisième ligne, et elle est intéressante en cas d'insuffisance rénale chronique ou d'atteinte multiglandulaire. Pour l'imagerie fonctionnelle, on va commencer par une scintigraphie parathyroïdienne, deux modalités, en double phase. C'est une acquisition à 10 à 15 minutes et 90 à 150 minutes après administration du radiopharmaceutique, ou bien en double isotope, une imagerie de soustraction, administration du MIBI, 90 à 120 minutes après celle de l'iode 123. L'acquisition, elle est 10 minutes au décours. À noter que les traitements par la vitamine D ou la calcimimétique, la cinacalcète, peuvent entraîner une diminution de la captation du MIBI, donc un arrêt de 15 jours avant l'examen est souhaitable. Pour la TEP-TDM à la F-choline, elle est plus performante que la scintigraphie parathyroïdienne avec une sensibilité supérieure à 80% des cas, mais c'est un examen plus coûteux, moins disponible et il trouve son intérêt en cas de scintigraphie négatif ou bien de discordance entre l'écho et la scintigraphie. Ou bien en cas d'atteinte multiglandulaire dans le cadre d'une NEM1. Donc, la combinaison d'une échographie parathyroïdienne et d'un examen d'imagerie fonctionnelle, c'est la stratégie recommandée en première intention. Idéalement, une image par soustraction ou bien une TEP-TDM à la F-choline. Et la TEP-TDM, elle est privilégiée en cas de teinte multiglandulaire, âge inférieur à 40 ans, contexte familial ou présence d'une mutation néoplasie endocrinienne multiple type 1. Donc, c'est le protocole d'imagerie fonctionnelle utilisé pour le diagnostic de localisation des adénomes parathyroïdiens, la scintigraphie en double phase, en double traceur et la TEP-TDM.
Donc, quelle est la stratégie en cas d'imagerie négative ou discordance? Il convient tout d'abord de réanalyser de manière critique les résultats de la biologie phosphocalcique sanguine et urinaire. Et si l'examen de première intention, si l'examen pratiqué de première intention est la scintigraphie, on va compléter par une TEP TDM. Donc, devant une hyperparathyroïdie, on va commencer par le couple échographie-scintigraphie parathyroïdienne, idéalement une TEP TDM. En cas d'examen positif ou concordant, c'est la chirurgie. Si les examens sont négatifs ou discordants, on va compléter par une imagerie de deuxième intention, notamment la TEP F-choline. Si encore pas de visuel, si encore les examens sont encore négatifs, on doit éliminer une hypercalcémie, hypocalciurie familiale et le cas échéant, on va compléter par une imagerie de troisième intention, notamment l'IRM 4D. Pour le traitement, la guérison de l'hyperparathyroïdie primaire, elle est exclusivement chirurgicale, mais on dispose de mesures hygiéno-diététiques, la destruction locale, la chirurgie et le traitement médical en cas de contre-indication à la chirurgie. Donc, pour les mesures diététiques, on doit assurer une hydratation suffisante pour obtenir une diurèse supérieure à 2 litres par jour, un apport en calcium de 800 à 1200 mg par jour, un apport protéique d'origine animale modéré, ne dépassant pas 1 g par kilo de poids corporel par jour, un apport sodé modéré en absence de déshydratation et limiter les aliments riches en oxalates. Pour la destruction locale, il s'agit d'une technique qui utilise une sonde alimentée par un courant alternatif sous contrôle échographique ou radiographique au contact du lésion qu'elle détruit par nécrose thermique. Elle est très intéressante pour les patients non éligibles à la chirurgie en raison de la comorbidité, mais la contrainte, c'est l'absence d'analyse anatomopathologique. Toutefois, les études ont montré qu'elle a de très bons résultats promoteurs. Pour les modalités de la destruction locale, c'est la radiofréquence, les micro-ondes ou bien l'hydrodésection. Il faut avant tout éliminer les contre-indications, notamment la suspicion d'une lésion carcinomateuse ou de parathyromatose, les contre-indications techniques, notamment la proximité des structures anatomiques adjuvantes, le nerf neuralgique récurrent, l'atteinte multiglandulaire, le contexte génétique, l'imagerie parathyroïdienne discordante ou négative et le patient incohérent. Pour la chirurgie, la chirurgie demeure le seul traitement curatif de l'hyperparathyroïdie. Elle permet à la fois une guérison biologique et une analyse anatomopathologique du tissu résiqué. Elle est en priorité en absence de contre-indication avant la préparation et après un bilan de localisation. Donc, pour la préparation à la chirurgie, la prise en charge, elle répond à 3 objectifs principaux. Prévenir et traiter les complications hydroélectriques, rénales, cardiovasculaires liées à la déshydratation et à l'hypercalcémie. Préparer à la prise en charge chirurgicale, prévenir les risques post-opératoires de l'hypocalcémie. Le lieu de la prise en charge, il va dépendre du niveau de l'hypercalcémie, la rapidité d'installation et le tableau clinique et les comorbidités. Donc, nous recommandons une admission en soins critiques pour les patients présentant une ou plusieurs manifestations cliniques sévères, notamment les troubles de la conscience, la déshydratation avec l'insuffisance rénale aiguë, la pancréatite aiguë sévère, ou des signes électrocardiographiques menaçants, ou bien la présence de plusieurs comorbidités importantes, notamment cardiovasculaires. On va commencer en première intention par l'arrêt de tout traitement risquant d'aggraver l'hypercalcémie. L'expansion volémique, elle est à raison de 200 à 300 ml par heure de sérum salé les 24 premières heures. Elle va assurer une baisse de la calcémie d'environ 0,4 à 0,6 mmol par litre. Pour les diurétiques de lance, ils sont abandonnés dans la prise en charge de l'hypercalcémie. Pour les biphosphonates, ils sont utilisés en cas d'hypercalcémie sévère, supérieure ou égale à 3,5 mmol par litre.
Essentiellement, c'est le zoledronate ou bien le pamidronate. Ces traitements sont efficaces en 24 à 36 heures et ils peuvent être répétés après un délai minimum de 7 jours. Mais ils ne sont pas dénués d'effets secondaires, notamment la fièvre, le syndrome pseudogrippal et le risque d'ostéonécrose. Donc, un bilan bucco-dentaire pré-thérapeutique, il est recommandé. Pour les denosumab, c'est un anticorps monoclonal IgG2 humain. Il est administré à 60 mg en sous-cutané. Donc, c'est un tableau qui va résumer les différentes molécules des biphosphonates en fonction de la créate, le délai entre deux prises. Et pour le denosumab, il n'y a pas de nécessité d'adapter les doses en fonction de la fonction rénale. Pour les calcimimétiques, la sinacalcète, ils sont utilisés en cas d'hypercalcémie sévère ou symptomatique, en cas d'échec des traitements de première intention et en cas de ou lorsque les biphosphonates sont contre-indiqués. Donc, on ne recommande pas leur utilisation en cas d'hypercalcémie modérée inférieure à 3 millimoles ou en absence de symptômes aigus. Et un arrêt de 15 jours, il est recommandé avant la scintigraphie parathyroïdienne. Pour les calcitonines, elle est indiquée en cas d'hypercalcémie aiguë sévère en association avec l'hyperhydratation et les biphosphonates. Son action, elle est rapide en 4 à 6 heures. Elle est administrée en sous-cutané ou en intramusculaire tous les 12 heures à raison de 100 unités. Et elle va diminuer la calcémie d'environ 30%. Pour l'épuration extra-rénale, elle est exceptionnelle et elle est indiquée en cas de risque vital immédiat. Pour la supplémentation en vitamine D, on n'a pas montré des effets délétères sur la calcémie ni la calcéurie. Elle va assurer une baisse de concentration de la PTH de 20 à 30% et on recommande une concentration supérieure à 30 nanogrammes par millilitre qui va s'accompagner d'une baisse de la PTH. Pour les doses, il n'y a pas de consensus, mais une dose entre 800 unités par jour à 50 000 unités par mois. Donc, la correction de la carence en vitamine D, elle est recommandée dès que la calcémie elle est inférieure à 3,5 millimoles par litre pour prévenir ou atténuer l'hypocalcémie post-opératoire. Donc, il est préférable d'obtenir une calcémie inférieure à 3,5 millimoles avant la prise en charge chirurgicale. Pour la chirurgie parathyroïdienne, elle englobe deux principales approches chirurgicales, la parathyroïdectomie sélective ciblée et l'exploration cervicale bilatérale. Ces deux approches peuvent être réalisées soit par un abord cervical classique ou mini-invasif, ou bien un abord extracervical endoscopique. Plusieurs éléments doivent être pris en compte pour déterminer l'approche chirurgicale la plus adaptée, notamment le caractère sporadique ou héréditaire de l'hyperparathyroïdie, la suspicion de maladie uni- ou multiglandulaire, les résultats du bilan d'imagerie préopératoire et les résultats des examens péropératoires. Différentes techniques se sont élaborées afin d'augmenter l'efficacité du traitement chirurgical et améliorer le succès de la chirurgie, notamment l'échographie cervicale péropératoire, le dosage péropératoire de la PTH en cas de chirurgie ciblée mini-invasive. Il va confirmer la résection complète du tissu parathyroïdien. Il consiste en des prélèvements qui sont effectués 5 à 10 minutes après l'exérèse de la glande. La guérison, elle est définie par la diminution de la concentration de la PTH 10 minutes après l'excision d'au moins 50% par rapport au niveau le plus faible, avec une certitude dans 97% des cas. Si ce critère n'est pas respecté, après 20 minutes, on doit convertir en une exploration cervicale bilatérale complète. Pour le dosage intratissulaire de la PTH, il consiste en une aspiration d'un nodule suspect d'être une glande parathyroïde pathologique. Un valeur de PTH supérieure à 1500 picogrammes par millilitre, il confirme le diagnostic. Et enfin, l'autofluorescence après injection du verre d'indocyanine. Après injection de ce marqueur, les glandes parathyroïdes hyperfonctionnelles se distinguent par une intensité moyenne d'autofluorescence plus faible et plus hétérogène. Pour les complications de la chirurgie, elle va dépendre de l'expérience des équipes chirurgicales.
dans 5%, on va avoir une hypoparathyroïdie primaire ou bien une atteinte du nerf laryngé inférieur, des troubles de la phonation ou de la déglutition ou bien un hématome cervical dans 0,3% des cas. Pour le suivi post-opératoire, une surveillance rapprochée, elle est souhaitable afin de dépister une hypocalcémie qui peut être liée soit à une hypoparathyroïdie, dans ce cas, la PTH elle doit être diminuée, ou bien au syndrome Hungry Bone Syndrome, dans ce cas, la PTH, ça sera élevé. Donc, le dosage de la calcémie et de la PTH à jeun le lendemain de la chirurgie, il est nécessaire, puis au moins un dosage de la calcémie une semaine après intervention. Donc, des valeurs de PTH supérieures à 10 picogrammes par millilitre permet de définir les patients qui ne vont pas avoir une hypoparathyroïdie permanente. Donc, c'est un algorithme de la prise en charge de l'hypoparathyroïdie post-opératoire qui repose sur l'administration du calcium pérose et de la vitamine D activée en cas de PTH inférieur à 10 picogrammes par millilitre. L'objectif, c'est d'avoir une calcémie supérieure à 2 millimoles par litre avec régression des symptômes. Pour le suivi à 1 an, si un retentissement osseux ou rénal était présent en préopératoire, ils doivent être réévalués à 1 an. Et après une année, on doit compléter par la mesure de la calcémie, le dosage de la vitamine D, la créate. À noter que le dosage de la PTH n'est pas systématique et aucune imagerie des parathyroïdes n'est nécessaire. Arrivant au traitement médical, il peut être proposé chez les catégories des patients suivants. Les patients qui ont une indication opératoire mais qui refusent la chirurgie, les patients récusés pour la chirurgie après évaluation multidisciplinaire de la balance bénéfice-risque et les patients qui ont une maladie persistante après exploration chirurgicale par une équipe entraînée au cas par cas après discussion multidisciplinaire. Donc, ce traitement médical est constitué par plusieurs classes thérapeutiques. Il ne va pas différer de la préparation à la chirurgie. Il va se baser sur les calcimimétiques, les biphosphonates, l'anticorps monoclonal, le denosumab, les oestrogènes, le calcium et la vitamine D. Donc, pour les calcimimétiques, c'est un traitement par os. Il va diminuer le niveau calcique en moyenne de 0,4 mmol par litre. On va obtenir une normalisation de la calcémie chez environ 75% des patients et la dose initiale, elle est 60 mg par jour en 2 prises et on peut arriver jusqu'à 270 mg par jour en 3 prises. Il n'a pas d'effet sur l'ostéoporose et il a des effets secondaires qui vont dépendre de la dose administrée. Pour les biphosphonates, c'est l'acide zolédronique ou bien l'acide pamidronique, le désonimab, denosumab. Et pour les oestrogènes, ils trouvent son intérêt en cas d'ostéoporose. En fait, ils vont augmenter la densitométrie osseuse au niveau lombaire et diminuer le remodelage osseux sans preuve évidente sur le risque de fracture osseuse dans l'hyperparathyroïdie primaire. Pour la vitamine D, comme on vient de le dire, elle va diminuer, elle va assurer une baisse de la valeur de la PTH. Pour le suivi des patients sous traitement médical, donc après 1 an de traitement médical, le bilan biologique doit comprendre la mesure de la calcémie, la vitamine D, la créate et la calciurie pour tous les 3 mois pendant la première année, puis au minimum 2 fois par an. Donc, sous traitement médical, le retentissement osseux et rénal doit être réévalué à 1 an, puis tous les 2 ans au minimum. Passons à la femme enceinte. Il s'agit d'une approche particulière, délicate, en fonction de la gravité de la maladie. Les biphosphonates et le denosumab ne sont pas recommandés. Les données sur l'utilisation du Cinacalcet chez les femmes enceintes sont limitées et l'imagerie préopératoire se limitera à une échographie cervicale. Donc, une attention particulière par rapport au taux sérique du calcium chez le nouveau-né et qui doit être surveillé du près. Donc, pour l'enfant, il s'agit d'une pathologie rare et la découverte d'une hyperparathyroïdie chez un enfant ou un adolescent impose une étude génétique. Donc, pour le sujet âgé,
pour le sujet âgé, donc en cas d'indication opératoire, on doit compléter par un bilan de localisation. Si le patient il est opérable, on doit opérer. Sinon, le traitement médical il est préférable et on peut administrer la cinacalcéte si la calcémie elle est supérieure à 2,75 millimoles par litre. Donc, pour conclure, l'hyperparathyroïdie primaire est la principale cause d'hypercalcémie. Elle est devenue majoritairement asymptomatique et donc de découverte fortuite. Son diagnostic, il est biologique. Il est important d'évaluer son retentissement, notamment rénal et osseux. Le traitement curatif, c'est la chirurgie et les carences en vitamine B, D doivent être supplémentées car elles majorent l'élévation de la PTH. Et merci pour votre attention. Merci Aracha pour la présentation, quasi exhaustive, je crois. Vraiment bien joué. C'était pas facile, je suppose. Et donc, je ne sais pas si l'audience a des questions. Donc, je ne sais pas, on a assez de personnes dans l'audience. Si quelqu'un a des questions, sinon j'ai une première question si tu le permets, Aracha. Ah, bien sûr. En fait, ma question par rapport au test de charge orale, on ne l'utilise pas très souvent dans notre pratique courante. Du coup, est-ce que tu l'as très bien exposé, mais est-ce que pratiquement, quel est l'intérêt et les bénéfices de le pratiquer? Est-ce que ça va changer la conduite? Tu parles d'une calcémie normale, hyperpara avec Oui. calcémie normale. Donc, est-ce que le test de charge orale va changer la conduite à tenir? C'est pour C'est-à-dire, est-ce qu'on différencier va une opérer? hyperparathyroïdie normocalcémique ou bien une hypercalcémie hypocalciurique familiale. Bon, certes, le traitement, ça sera pas en cas d'hyperpara normocalcémique. S'il y a un retentissement où il y a une indication opératoire, notamment une ostéoporose ou bien une néphrocalcinose, une lithiase, on doit indiquer le traitement chirurgical. Et en cas d'hypercalcémie hypocalciurique familiale, je crois qu'on ne va pas opérer. Donc, peut-être c'est là où il y a... L'intérêt. Oui. D'accord. Une deuxième question par rapport au carcinome parathyroïdien. Je ne sais pas si les recommandations n'en parlent pas, parce que je pense que tu n'as pas... est-ce que les recommandations فما rubrique fait le carcinome, tellement D'accord. les recommandations étaient là en ligne, juste Mais c'est traité dans les recommandations, je crois. C'est traité. Hein. Non. Dans les recommandations, il y a un chapitre sur le carcinome parathyroïdien. Un chapitre sur le carcinome, oui. Je pense que ça ne diffère pas beaucoup, ceci étant juste la chimiothérapie post-opératoire peut-être. Mais sinon, ça va être chirurgie, curage, c'est ça. Oui. Et donc, il n'y a plus d'indication au diurétique. Diurétique, plus d'indication. Voilà, même s'il y a une hyperhydratation importante de l'ordre de 3 litres et tout. Hein. Même s'il y a, en cas de terrain cardiovasculaire qui permet d'avoir une PRS forcée, on peut pas, on peut ne pas prescrire les diurétiques. Peut-être leur indication, c'est la surcharge volémique, mais ils n'ont pas d'action sur le taux de la calcémie. D'accord. Peut-être la seule différence par rapport aux anciennes recommandations, c'est la valeur de la calciurie chez la femme 6,25 et chez l'homme 7,5. C'est le taux de la calcémie à partir de laquelle on peut corriger la vitamine D. Elle est passée de 3 à 3,5 millimoles. On peut également informer nos collègues réanimateurs que la chirurgie elle est préférable pour un taux inférieur à 3,5 millimoles parce le plus souvent il exige un taux de 2,6, chose qui n'est pas toujours évidente. Je pense que c'est impossible. C'est impossible pratiquement. Ouais.
Généralement, c'est Ouais. l'hypercalcémie, la vitamine D. Et la fausse croyance de diminuer les apports calciques n'existe plus, hein. Je pense avant, dans Non, certains papiers, il y avait diminuer l'apport calcique ou limiter l'apport calcique. Et tu as mentionné, je pense, 900 normocalcémique, à, voilà, 900 800 à mg 1200. à 1 gramme d'œuf. Voilà. Donc, 800 quel que soit, même si la calcémie est élevée, on garde l'apport calcique normal. normal, oui. Ouais. Et pour l'hydratation, eau de robinet, eau normale, je ne sais pas si tu as vu cette info. Justement, الحقيقة خاطر هما يقولوا eau de robinet par rapport l'eau de robinet نتاعنا احنا c'est pas la même chose. tu, tu as quelque chose à dire par rapport à notre eau de robinet, à part le calcium, تقصد. لا à part le يعطيك الصحة calcium يعطيك الصحة عايشة. أما راهو في اللود روبيني بون حتى واحد ما يشرب في اللود Ouais. روبيني بريسك في تونس على خاطر Exactement. المطعم تاعو الكولور نتاعو. مي راهو فما اود روبيني معناتها او مينيرال من او مينيرال. فما وحيد ريشمون معناتها كونتيان بريسك فوق 100 calcium. ملغرام دو كالسيوم. فما وحيد فيهم 40 معناتها بوتيتر يفو فير يفو تونير كونت سا Oui, في لابور اليمونتير عند الباسيون. سينو باش نقول لك انت راجع ديابو 10. c'est vrai. Les résidents, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. On est entre nous. Nessim, si tu as une question, un saut de Et en fait, اللي يريد فيها hypercalcémie supérieure à 0,25 juste حبيت نثبتها. Limite supérieure. Dis ça. Nessim me mentionne un داكور قريتها problème انت de تحكي على micro, الفورم. قريتها sinon قريتها قال لك حمزة ولا؟ ouais, اي تحكي على الفورم تيبيكمون معناتها ديال معناتها اكثر الوقت فوق ال اي فورم 0,25. تيبيك. لا جوست اي لا اي اوكي اوكي. معناتها خاطر كي ريتها سخيتها تحكي على الديفينيسيون تاع hypercalcémie دونك قعدت نوصل. اما هي لا الفورم فورم تيبيك تيبيك. تيبيكمون داكور Voilà. واضح. Alors juste, Nessim a un problème de micro. Il pose la question par rapport au test de charge orale, Aïcha. Hein? Est-ce qu'on peut le faire à l'hôpital du jour, Martha? Quelles sont les conditions pratiques Aïe, on peut le faire à l'hôpital dans du le doute de jour. l'hyperparathyroïdie normocalcémie? On peut le Il faire à dure l'hôpital 2 heures, je 2 heures. crois. 4 2 ouais. heures, 2 heures. 2 Pas heures. précaution particulière ou la haja? Non, pas de précaution particulière, non. On في recueille des بالي urines de 20. قبل كيلكو جور لازمك يكون عندك ابور كالسيوم نسيت يعني بوفر ولا حاجه كيما هكا. مي جو مو رابيل فما كونديسيون على لابور دو كالسيك افون تيست دو شارج دو كيلكو جور. ما لقيتش الحقيقة في Nessim nécessité d'aviser Madame Loza en parallèle. C'est important à mentionner ça.